soyez, Madame Le Pen, la bienvenue voilà, devant nos instances. Alors, les règles du jeu sont relativement simples. Hein. Nous avons 1 heure à passer ensemble. Je vous laisse le soin de vous expliquer quel est votre programme pendant, on va dire, 30 minutes. Et puis ensuite, nous passerons aux questions de la salle. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir pour parler du fond du projet présidentiel qui est essentiel pour vous, TPE-PME, qui est, je l'ai dit à de multiples reprises, les murs porteurs de l'économie de la France. Personne ne peut nier à la lecture de mes 144 engagements que mon projet économique est résolument tourné vers les TPE et les PME. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années ont fait, c'est vrai, plutôt les yeux doux aux grands groupes, avec toute une série de facilités qui ne sont pas allées, en quelque sorte, jusqu'aux TPE et aux PME. Or, ces grands groupes, certes font le dynamisme de notre économie, mais en tant que dirigeante politique, je dois avant tout me soucier de ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est un peu ça l'axe de mon projet. Ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés font l'objet de toutes les attentions. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cela depuis des années. Or, les grands groupes n'ont pas besoin de l'aide de l'État, ils se débrouillent, somme toute, très bien tout seuls. Voilà pourquoi mon projet peut se résumer par les TPE et les PME d'abord. Il vise en effet à leur accorder une priorité dans toutes les politiques publiques. J'assume d'accorder davantage aux plus petits, j'assume de rompre avec l'égalité de traitement entre les PME et les entreprises du CAC 40, si tant est qu'il y ait une égalité, car on s'aperçoit bien souvent qu'il y a une inégalité au bénéfice des groupes du CAC 40 et au détriment des PME. Les PME ne peuvent pas être traitées de la même manière, elles ne sont pas dans la même situation que les grands groupes. Elles font face à des difficultés de financement, elles sont parfois placées dans une situation de dépendance vis-à-vis des grandes entreprises. Leur imposition effective est bien souvent supérieure et la multiplication des normes, il faut quand même se l'admettre, pèse beaucoup plus sur les PME que sur les grands groupes, puisqu'elles nécessitent souvent de mobiliser des salariés précisément pour répondre à cette complexité administrative. Les PME d'abord parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, la richesse économique de la France, elles sont la matérialisation concrète du génie de nos entrepreneurs, elles font le dynamisme de notre innovation, ce qu'on oublie bien souvent de dire, elles assurent le lien social et l'égalité territoriale par leur présence sur tout le territoire français, mais elles font aussi la réputation de la France dans le monde. Elles assurent la transmission de notre patrimoine et de notre savoir-faire aux générations futures. En somme, elles sont donc l'âme économique de la France. 99% des entreprises, 95% des entreprises ont moins de 10 salariés, contre 83% en Allemagne. Je crois qu'il faut être conscient que chaque pays a aussi une identité économique et que vouloir à tout prix nier cette identité économique pour régulièrement aller prendre modèle sur l'étranger ne me paraît pas être une bonne chose. Il faut que nous nous appuyions sur nos propres atouts. Elle crée l'essentiel de l'emploi. 85% des emplois créés le sont dans des TPE-PME. Ça a en tout cas été le cas entre 2002 et 2010. Et près de la moitié des emplois en France sont précisément dans les TPE. Ce sont des emplois de qualité, des emplois évidemment bien souvent non délocalisables. Je suis désolé, mais moi, en tant que candidate à la présidentielle, c'est quelque chose qui pour moi a une importance fondamentale, des emplois à forte valeur ajoutée. Alors, elles sont pourtant, comme je l'ai dit, les grands oubliés des politiques publiques, notamment en matière de fiscalité. Alors, parlons un peu de fiscalité. La fiscalité des entreprises a constamment été modifiée, remaniée, remaniée, et ça crée évidemment un énorme problème. Pour une raison simple, c'est que je pense que les chefs d'entreprise que vous êtes ont besoin, comme les ménages d'ailleurs, d'avoir une visibilité sur l'avenir, d'avoir une sécurité fiscale, savoir comment investir, c'est aussi savoir quelle fiscalité va vous être appliquée. Or, c'est vrai que ces modifications multiples au fur et à mesure du temps ont rendu l'avenir totalement aveugle. Et c'est quelque chose qu'il va falloir changer.
De 2011 à 2013, les impôts sur les entreprises ont augmenté de 35 milliards d'euros, pour ensuite baisser de 25 milliards d'euros jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle est la cohérence, encore une fois, de ces modifications. Résultat, une croissance atone et des carnets de commandes qui se vident parce que les impôts des ménages aussi ont explosé. J'ai souvent eu l'occasion de dire, le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer ses clients. Donc après avoir parlé de ce qui me concerne directement, on aura peut-être l'occasion de parler des mesures que j'entends mettre en œuvre pour le pouvoir d'achat des Français, parce qu'encore une fois, plus le pouvoir d'achat s'effondre, plus les entreprises en subissent directement les conséquences. Donc la première proposition, c'est d'arrêter la bougite fiscale en assurant la stabilité des règles, leur prévisibilité et leur visibilité, après bien entendu des concertations utiles. Je crois que c'est la condition du retour de la confiance et de relations apaisées. Concernant l'impôt sur les sociétés, les entreprises françaises souffrent d'un impôt sur les sociétés qui est excessif au regard de ce qui se pratique ailleurs. Je pense que chacun est d'accord, enfin la plupart sont d'accord sur ce sujet, mais celles qui en souffrent le plus, ce sont précisément les PME. Elles supportent une imposition plus forte que les grandes entreprises, sans parler des multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal pour ne payer quasiment aucun impôt, alors même que leur chiffre d'affaires est réalisé sur le territoire français. À la différence des multinationales, elles ne peuvent pas pratiquer l'optimisation fiscale, elles ne peuvent pas s'adonner à l'évasion fiscale. C'est ainsi qu'une étude du Trésor de 2014 avait révélé que le taux d'imposition moyen des PME était de 32% quand les grandes entreprises voyaient leur taxation baisser à 22%. Les grands groupes font peser sur les PME une charge fiscale qu'elles ne devraient pas assumer. Parce que je suis désolé d'être obligé de le rappeler, mais il y a quand même un effet de vase communicant entre les deux. Donc ma proposition est d'étendre le taux réduit d'impôt sur les sociétés à toutes les TPE-PME, et ce pour les 75 000 premiers euros de bénéfices, et non pas 38 000 comme aujourd'hui. Les bénéfices situés au-dessus seront imposés à 24% et non plus à 33%. Nous allons donc rendre ainsi près de 5 milliards d'euros aux TPE-PME. Nous allons parallèlement mettre une taxe sur les multinationales, sur en tout cas les profits détournés des multinationales. Les grands groupes ne doivent pas se défausser, il faut qu'ils comprennent que nous allons, dans ce domaine, siffler la fin de la récréation. Pour ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, il y aura donc une taxe sur leurs profits détournés alors que leur activité est réalisée en France. Elle prendra la forme d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires. Elle permettra ainsi de faire contribuer les multinationales de manière plus juste et efficace à l'impôt. Les charges patronales, qui sont bien entendu un sujet principal d'intérêt pour vous. Parlons un peu du CICE, qui est une véritable usine à gaz, qui coûte 20 milliards d'euros par an. Selon les premières études, il aurait créé ou préservé seulement 50 000 à 100 000 emplois en 2014. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise attendent des baisses pérennes de la fiscalité et non des dispositifs tarabiscotés. Pire, le CICE a été capté par les grandes entreprises sans contrepartie de création d'emplois. Je rencontrais lors de mon voyage en Outre-mer un chef d'entreprise qui me disait, lui-même était outré de la situation, qu'il avait touché 500 000 euros de CICE et qu'on ne lui avait strictement rien demandé en contrepartie. Elles ont bénéficié, ces grandes entreprises, de 30% du CICE, soit autant que les PME qui créent pourtant, comme je l'ai dit, l'essentiel de l'emploi. Donc j'assume là encore le choix de faire profiter les PME de baisse des charges en priorité. Je vais donc transformer les 20 milliards de CICE en baisse pérenne de charges en priorité à destination des TPE-PME. Parallèlement, il faut fusionner l'ensemble des dispositifs d'allègement de charges pour gagner en visibilité, car on n'y comprend plus rien. Au total, ce sont donc 50 milliards d'euros de baisse de charges qui iront vers les TPE-PME pour leur redonner de l'air et retrouver le chemin de la création d'emplois. Le fardeau administratif. Le coût pour les entreprises est évident. De nombreux rapports relèvent en effet que la réglementation en France accompagne de procédures trop complexes et trop lentes. Cette lourdeur administrative génère des coûts, elle dissuade l'investissement et pèse sur la compétitivité. La France est classée 121e sur 148 en la matière par le Forum économique mondial. En 2003, le CPB néerlandais avait évalué le coût de la complexité administrative pour les entreprises françaises à 70 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable. Et c'est vrai que les PME subissent de plein fouet la complexité administrative parce que souvent elles ne disposent pas des moyens, comme je le disais tout à l'heure, pour y faire face.
elles ne peuvent pas voir l'énergie de leurs dirigeants perdue à remplir une paperasse de plus en plus abondante et exigeante. Donc ma proposition est de mettre en place un guichet unique sur le modèle du Small Business Administration américain. L'administration ne doit pas être là pour mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Elle doit être une personne sur qui s'appuyer, auprès de laquelle on peut demander conseil. Dans ce cadre-là de la simplification, je propose d'ailleurs la généralisation du titre emploi-service entreprise pour ne plus faire peser sur l'entrepreneur le poids administratif de la création d'emplois. Encore une fois, c'est tout à fait normal que ce soit à l'État, en l'occurrence, de le faire. Et résolument, je pense que l'administration doit être pour les entreprises un soutien, surtout au moment de l'embauche. On parle de complexité administrative, évident qu'on ne peut pas parler de complexité administrative sans parler du compte pénibilité. Comment un employeur peut-il constater l'ensemble des facteurs de pénibilité de ses employés? Je me posais la question, nous nous posons la question, tout le monde se pose la question. En réalité, on a mis les entrepreneurs face à des contraintes absolument impossibles à respecter. Ce compte, en plus d'être un fardeau administratif pour nos entreprises, est en plus un véritable fiasco, puisque seuls 2,2% des salariés en sont pourvus en 2015, et seulement 3,7% des entreprises de moins de 50 salariés ont déclaré du travail pénible, car elles ne disposent pas évidemment des ressources internes pour gérer ce dispositif. Alors c'est une drôle de manière de lutter contre le chômage de la part du gouvernement. Il pense peut-être que vous allez embaucher des gens pour pouvoir calculer la pénibilité des salariés de l'entreprise. Bon. Moi, je propose évidemment de revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de bon sens, qui consiste à remplacer par un nouveau dispositif ce compte pénibilité qui va reposer sur une évaluation personnalisée grâce à une médecine du travail qui sera reconstituée, parce que parallèlement, on effondre la médecine du travail. Tout ça me paraît beaucoup plus, encore une fois, raisonnable, et ça enlèvera de vos épaules déjà bien chargées par le poids de tout ce qu'on vous réclame, cette difficulté. Parlons un peu aussi, puisque nous parlons de complexité administrative, de l'inflation normative. Il faut en finir avec ces normes qui changent en fonction de l'humeur des dirigeants politiques. La France compte actuellement 10 500 lois, 130 000 décrets, plus de 400 000 règles. C'est vrai que lorsque l'on voit ça, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » peut quand même prêter à sourire. L'ensemble de ces règles pèsent sur les entreprises, en particulier évidemment sur les plus petites, qui ne disposent pas non plus des ressources et des compétences suffisantes pour toutes les comprendre et les maîtriser. Alors, ma proposition est de peut-être d'imaginer des clauses d'extinction sur le modèle anglais. La création d'une norme doit s'accompagner de la suppression d'une ancienne norme, et même, je vais vous dire, si on pouvait arriver à ce qu'une nouvelle norme entraîne la suppression de 2 anciennes normes, ce serait encore mieux. Le gouvernement britannique a estimé les économies réalisées à 4 milliards d'euros, quand même, en moins de 2 ans, ce qui est un avantage tout à fait considérable. Venons-en maintenant au cœur de votre activité, et à une difficulté qui, je crois, est tout à fait sous-évaluée dans cette campagne présidentielle, qui est aussi le cœur, il faut bien le dire, de notre projet, un élément dont nous parlons à de très multiples reprises, mais nous nous sentons bien souvent un peu seuls à en parler, c'est la concurrence déloyale. La France a perdu près d'1 million d'emplois industriels depuis 15 ans. 1 million d'emplois industriels. La part de marché de ces exportations a baissé de 40% depuis 15 ans. Il faut parler de la concurrence déloyale des produits importés, dont personne, encore une fois, ne veut parler dans cette campagne présidentielle. Les PME subissent une concurrence déloyale des multinationales qui délocalisent leur production, mais aussi de conduction de production à l'étranger peu respectueuse de l'environnement et des droits sociaux. Moi, je suis désolée, mais je considère que le moindre des bons sens, c'est d'interdire l'importation des produits qui ne respectent pas les normes qui sont réclamées à nos propres entrepreneurs. Il n'y a pas un seul secteur dans lequel on accepterait qu'il y ait ainsi, de manière actée, une déloyauté dans les rapports de concurrence commerciale. Je considère également qu'il faut passer par la taxation de l'importation de biens issus d'usines délocalisées à l'étranger. Bon, l'exemple
évidemment récent, c'est celui de Whirlpool. Je suis navré, mais là, on a vraiment un exemple symbolique. Parce que la France est le premier marché européen de Whirlpool. Whirlpool délocalise une usine qui est rentable pour l'envoyer en Pologne. Elle met sur le carreau 300 salariés directs, plus évidemment les sous-traitants. Et elle envisage très tranquillement de pouvoir continuer à importer sans aucune difficulté les productions qu'elle aura effectuées ainsi en Pologne. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec cela et j'avoue que je partage pour le coup cette vision avec Donald Trump parce que je pense que les entreprises ne peuvent pas, dans ces conditions, contribuer à l'aggravation spectaculaire du chômage tout en cherchant dans notre pays des débouchés commerciaux pour pouvoir réaliser des bénéfices supplémentaires. Autre sujet qui est peu évoqué dans cette campagne présidentielle, ce sont les travailleurs détachés. 290 000 travailleurs détachés en France, au moins 300 000 non déclarés. 300 000 non déclarés, c'est considérable. Évidemment, ça entraîne un coût d'environ 2 milliards d'euros par an en termes de perte de cotisation sociale qui vont se retrouver évidemment sur vous, c'est-à-dire sur ceux qui, en l'occurrence, respectent la loi, parce que là encore, il y a évidemment un effet de vase communicant, sans parler bien entendu de la concurrence déloyale, notamment pour les entreprises du bâtiment. J'ai mon président de groupe dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est l'ancien président du syndicat des plâtriers de France, qui avait fait une lettre ouverte en disant « mais moi j'ai une entreprise de bâtiment, si une seule ou deux entreprises dans une région se mettent à employer massivement des travailleurs détachés, soit je meurs, soit je suis obligé de faire la même chose. » Ça veut dire qu'on crée vraiment là un cercle tout à fait vicieux où on finit, je m'arrête de le dire, mais en même temps c'est un peu mon rôle de mettre des mots sur des mots, on finit par mettre en place une priorité étrangère à l'emploi, puisque par définition, le travailleur étranger va coûter moins cher que le travailleur français. C'est quand même une bien mauvaise manière à faire à notre pays, et je sais très bien que vous autres chefs d'entreprise êtes aussi attachés à ce que l'emploi reste bien entendu dans notre pays et se développe dans notre pays. Alors il faut supprimer sur notre territoire la directive détachement des travailleurs, et c'est l'engagement 38 de mes 144 engagements présidentiels. Là encore, alors pour le coup, pardon, vous en entendez parler, mais de manière pas souvent très cohérente, c'est le patriotisme économique. Hein. C'est une proposition très à la mode depuis un certain nombre d'années, surtout d'ailleurs quand on s'approche des élections, tout d'un coup, le patriotisme économique est dans toutes les bouches. Mais vouloir le patriotisme économique est une chose, se donner les moyens de le mettre en œuvre en est évidemment une autre. Le projet PME d'abord, le mien s'articule avec le patriotisme économique. Là encore, je l'assume. Or, le patriotisme économique, il faut dire les choses, est impossible à mettre en œuvre dans le cadre de l'Union européenne. Il faut assumer, faire des choix. C'est ça aussi hein, la grandeur de la politique, c'est être capable de faire des choix. Eh bien moi, je veux réserver les marchés publics en priorité aux PME, ce qui nécessite aussi de renforcer l'allotissement d'ailleurs des marchés publics. Réserver la commande publique aux entreprises françaises si l'écart de prix est raisonnable, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, si la différence de prix est inférieure à 12% s'il s'agit d'une PME. Le plan de relance d'Obama de 2009 imposait même une différence de prix de 25%. Assurer le développement et le potentiel d'expansion des PME. On va évoquer ensemble le problème des effets de seuil d'un des freins, et je l'entends depuis de nombreuses années. À leur développement, ce sont les multiples effets de seuil que les PME n'ont pas les moyens humains de surmonter. On a une surreprésentation des entreprises de 49 salariés et une sous-représentation de celles de 50 salariés. On sait très bien, en l'occurrence, pourquoi. Alors, ma proposition est simple, pour favoriser l'embauche, réduire le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés et fusionner les institutions, c'est de fusionner les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés, hors représentation syndicale, en une structure unique conservant les mêmes compétences. C'est l'engagement 45 de mon projet présidentiel. Enfin, un autre sujet évidemment très problématique, c'est le financement des TPE-PME, même s'il semblerait qu'il y ait un petit assouplissement dernièrement, mais enfin tout de même, ça reste une problématique majeure.
et notamment, et en premier, les délais de paiement. Chaque année, les délais de paiement sont responsables d'un quart des faillites d'entreprises, ce qui est absolument considérable, et grèvent la trésorerie des PME de 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, le délai est de 30 jours, mais il est souvent non respecté. Les PME françaises souffrent de devoir de facto financer les grandes entreprises au travers des délais de paiement, alors qu'elles éprouvent des difficultés à se financer. Alors, bien sûr, il y a un problème de dépendance. Les grands donneurs d'ordre, par la pratique des retards de paiement, réduisent leurs besoins de fonds de roulement aux dépens de leurs petits fournisseurs, pour lesquels pourtant c'est catastrophique, et qui se retrouvent dans la situation de leur faire en fait des avances de trésorerie. Ma proposition est d'imposer à l'État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement, non pas en obligeant les petites entreprises qui ne sont pas évidemment dans une situation d'égalité avec l'État et les collectivités territoriales à aller saisir un éventuel tribunal pour faire constater, etc., mais en appliquant des pénalités réellement impératives et automatiques. Cette proposition va être doublée évidemment par les propositions concernant l'accès au crédit. Les PME et les TPE ont plus de difficultés d'accès au crédit que les grandes entreprises. 30% des TPE se voient encore refuser un crédit de trésorerie par les banques. Il faut donc accorder des taux préférentiels aux TPE-PME avec l'aide de la Banque de France. Bpifrance doit aussi augmenter le nombre de prêts garantis. Il faut éviter les abus des banques, parce que ça aussi, ça pèse très lourdement, en divisant par 2 les taux d'intérêt maximum, c'est-à-dire les taux d'usure, pour les emprunts et les découvertes bancaires. Les seuils d'usure actuels vont jusqu'à 13,5% pour les découvertes des professionnels, jusqu'à parfois 17 ou 18% pour les particuliers, ce qui est en même temps injustifié et insurmontable. L'innovation, enfin, aide fiscale à l'innovation. Les PME sont le principal foyer de l'innovation en France. On ne le dit pas assez souvent et c'est pourtant une réalité. C'est pour cela qu'il faut réorienter les aides fiscales liées à l'innovation vers les petites entreprises. Les TPE-PME ne touchent que 30% du crédit d'impôt recherche, qui coûte au total, je le rappelle, 5,5 milliards d'euros. De l'autre côté, il sert d'outil de défiscalisation pour les grands groupes. Les entreprises du CAC 40 n'ont pas besoin du crédit impôt recherche pour prospérer. La proposition est donc de recentrer les 5 milliards d'euros du crédit impôt recherche vers les PME. Augmenter l'effort de recherche et développement. Le problème souvent pointé concerne la faible part des dépenses de recherche et développement public et privé en France. Elle s'établit à 2,2% du PIB en France contre 2,9% en Allemagne. Il faut arriver à un objectif de 3%. Il faut donc orienter 2% de l'encours total de l'assurance vie vers le financement du capital investissement. Et puis, il faut associer les grands groupes à l'effort d'innovation en les incitant à développer leurs propres fonds d'investissement pour favoriser la coopération à l'intérieur des filières sur le modèle du fonds de modernisation des équipementiers automobiles, si besoin d'ailleurs avec des incitations fiscales. Je ne serais pas complète si je n'évoquais pas ici le RSI, qui a été une espèce de serial killer. Excusez-moi d'utiliser ce terme américain, mais je crois que cette expression de tueur en série me paraît tout à fait adaptée à la situation. J'ai donc pris la décision, parce que ce serial killer a tué bon nombre, bien entendu, de nos indépendants, de décider, si je suis élu, une amnistie des arriérés du RSI. Il n'y a absolument aucune raison pour que l'État ne prenne pas après tout sa part des multiples erreurs qui ont entraîné des chutes d'indépendants tout à fait spectaculaires, mais surtout, il faut totalement mettre à bas ce RSI. Moi, j'ai fait le choix de laisser la liberté aux indépendants, soit de rentrer dans le régime général s'ils ont l'envie de le faire, soit de faire le choix d'un nouveau régime qui serait fondé sur l'autodéclaration. Je pense que l'autodéclaration, c'est aussi un signal de confiance qui est lancé aux indépendants. J'ai l'impression que dans les gouvernements successifs, on a toujours l'arrière-pensée que les indépendants sont des fraudeurs, qui cherchent systématiquement à contourner la loi. Moi, je fais le pari inverse. Je pense qu'ils sont des honnêtes gens et que par conséquent, il faut leur donner la souplesse précisément de l'autodéclaration trimestrielle
qui d'ailleurs correspondra à d'autres autodéclarations, c'est ce que je compte faire pour le RSI. Je pense également qu'il va falloir mener un grand combat pour sauver évidemment les indépendants. Je pense évidemment aux commerçants et aux artisans, et notamment dans nos centres-villes, parce que le développement exponentiel de la grande distribution s'est fait évidemment au détriment des très petites entreprises, des indépendants. Les commerces de centre-ville disparaissent à une vitesse grand V, c'est l'ensemble de notre qualité de vie qui est impactée par cela. C'est la raison pour laquelle je réclame un gel de la construction de cette grande distribution, ainsi d'ailleurs que des locaux de vente par correspondance, pour pouvoir faire un audit sur les conséquences de ce développement anarchique sur l'emploi et sur, encore une fois, les petits commerces. J'ai également toute une série de propositions qui visent à permettre notamment à nos producteurs agricoles, vous savez, je l'exprime au sein de l'agriculture, de voir leur situation être réévaluée par rapport à la grande distribution. La grande distribution doit elle aussi comprendre que c'est la fin de la récréation et qu'elle ne pourra pas, en toutes circonstances, prendre les producteurs, qu'ils soient des petits industriels ou des agriculteurs, à la gorge pour faire des marges de plus en plus importantes, alors même qu'elle les contraint bien souvent à vendre à perte. Enfin, dans le projet qui est le mien, il y a une part très importante qui consiste à restituer du pouvoir d'achat aux Français, parce que le meilleur moyen de tuer les entreprises, c'est de tuer leurs clients, et que la perte de pouvoir d'achat de la part des Français a évidemment une conséquence directe sur les entrepreneurs que vous êtes. Je suppose que nous allons évidemment parler de la situation de la France par rapport à l'Union européenne. Je vais vous dire clairement le fond de ma pensée. Nous sommes un pays libre. Nous sommes battus pour être un pays libre. Un pays libre, c'est aussi un pays qui maîtrise son budget, c'est un pays qui maîtrise sa monnaie, c'est un pays qui maîtrise ses frontières, c'est un pays qui maîtrise sa politique économique. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien de tout cela. Alors, il y a deux choix. Soit continuer en pilotage automatique, la tour de contrôle est à Bruxelles, soit reprendre le pilotage manuel de notre économie, au plus près des besoins qui sont les nôtres, au plus près des qualités qui sont celles de notre économie. Et c'est le choix que je fais, parce que, quoi qu'on puisse dire, l'euro a été un véritable drame, tant pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, parce que n'importe quel Français a bien vu l'évolution des prix avec l'euro, mais également, évidemment, pour notre industrie qui est le centre de ma préoccupation, puisque vous le savez, je souhaite une réindustrialisation de notre pays. Je pense que l'idée folle qui a été vendue par certains d'un pays de service, où l'industrie serait un vieux souvenir, est en train quand même de montrer ses limites, pour une raison simple, c'est qu'une grande partie des services est évidemment liée à l'existence et à la vitalité de notre industrie. Or, je suis désolé d'être obligé de vous montrer un dessin, mais il est quand même extrêmement révélateur. Voilà la production industrielle, et vous voyez qu'exactement au moment de la création de l'euro, la production industrielle de l'Allemagne a une courbe très ascendante, celle de la France, de l'Espagne et de l'Italie a une courbe effroyablement descendante, pour une raison très simple, c'est qu'en réalité cette monnaie unique a été construite par et pour l'Allemagne, qu'elle correspond à l'économie allemande et qu'elle crée, comme l'a très bien expliqué d'ailleurs le FMI, un différentiel de compétitivité entre 20 et 25% entre la France et l'Allemagne. Alors, je comprends qu'il y ait des interrogations sur l'euro, je ne comprends pas la stratégie peur qui consiste à dire c'est affreux, ça va être horrible, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, cette stratégie peur, on a vu ce qu'elle a donné pour le Brexit. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne se porte extrêmement bien,
et qu'un certain nombre sont même venus dire bah oui c'est vrai, on s'est trompé, pour finir c'est pas la récession, pour finir on assiste à la baisse du chômage, à l'augmentation spectaculaire des exportations, au retour des touristes, j'en passe et des meilleurs. Absolument tous les voyants de la Grande-Bretagne sont au vert, une croissance insolente de 1,8%, etc., etc. Alors, l'euro est un échec économique. Ça, on a encore le droit de le dire. Moi, je ne sais pas trop, parce que c'est presque religieux, hein, ce débat-là. On a l'impression, lorsqu'on met en cause l'euro, qu'on est en plein blasphème. L'euro est un échec économique et politique, d'ailleurs, que l'on doit, je crois, regarder en face. Les arguments avancés par les défenseurs de l'euro sont quand même très largement contestables, et d'ailleurs très largement contestés par un nombre considérable d'économistes, dont une bonne douzaine de prix Nobel d'économie. Je pense que vous êtes des chefs d'entreprise. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans votre entreprise, vous n'êtes pas dans le déni, vous ne faites pas l'autruche, vous ne mettez pas la tête dans le sable, vous vous dites il faut régler la situation et vous prenez le problème à bras-le-corps. Lorsque l'on fait de la politique, ça devrait être exactement la même chose. Il faut prendre le problème à bras-le-corps et le regarder en face, être dans le réel, encore une fois, et pas dans le déni. Il y a des scénarios de sortie qui ont déjà été envisagés de manière très sérieuse, par des banques, par des cabinets d'avocats, par des superviseurs eux-mêmes d'ailleurs, et qui ne démontrent absolument pas la catastrophe annoncée. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que certains pensent que l'euro est malade, moi je vous dis que l'euro est mort. Et qu'aujourd'hui, le moyen pour que le retour à une monnaie nationale se fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est de le faire en concertation avec les pays européens qui en souffrent. Moi, je suis convaincu que lorsque j'engagerai les négociations, si je suis élu, j'aurai avec moi, autour de moi, l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui est en train de réfléchir à nouveau d'ailleurs à la sortie de l'euro, parce qu'en réalité, c'est un problème sans fin, et que donc on peut très bien, par la négociation, constater le divorce à l'amiable, en réalité, avec l'Allemagne. Madame Merkel a annoncé il y a très peu de temps que l'euro est trop faible pour l'Allemagne, il est trop fort pour nous. Bon, écoutez, dans ces conditions, mettons-nous autour d'une table, disons que ce divorce à l'amiable doit intervenir, préparant tranquillement les conditions du divorce sans casser la vaisselle. C'est ça mon objectif. Moi, je ne suis pas là pour tout casser, pour créer, encore une fois, je ne sais quelle perturbation inutile. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas laisser le pays mourir, je ne peux pas laisser l'industrie mourir, je ne peux pas laisser 7 millions de chômeurs aujourd'hui et probablement plus demain parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, sans réagir, sans regarder la réalité en face. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement brossé, bien entendu, un petit peu l'économie de mon projet, la philosophie de mon projet, et évidemment, vous conseille d'aller regarder l'intégralité de ces 144 engagements pour la France sur mon site internet, parce que c'est là que vous arriverez à les trouver.